Bonjour Dominique. Bonjour Lilia. En ce moment, on vit dans un monde plein de contradictions et de conflits. Et qu'est-ce qu'un méditant pourrait faire par rapport à ça? Quelle est sa réaction? Alors c'est vrai que dans, dans tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, les avis divers et divers se confrontent et les positions peuvent devenir de plus en plus tranchées. Et c'est comme une évidence que si j'ai raison, l'autre a tort, et ça devient des positions qui apparaissent de plus en plus contradictoires. Et ça me fait penser à un philosophe, Lou Pasco, puis aussi, comment il s'appelait, Edgar Morin, qui a beaucoup travaillé sur l'ensemble des contradictions en logique, de comment on pouvait penser avec la logique aristotélicienne, soit si A est vrai, B est faux, et si B, etc., quoi, sur des syllogismes, une logique complètement opposée, alors que la logique de la vie, c'est complètement différent. A peut être vrai et B aussi peut être vrai dans certaines mesures. Et comment, et Lou Pasco parle du tiers inclus, c'est-à-dire si on accepte la contradiction, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va émerger? Et pour moi, je le comprends dans la logique de la vie. C'est peut-être pas le sens tout à fait qu'il a voulu dire en logique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Et j'irai pas discuter philosophie ni logique. Mais dans la logique de la vie, si je reconnais mon point de vue, si je reconnais le point de vue de l'autre, si même je peux reconnaître que le point de vue de l'autre a un écho en moi, et, et quel écho il a, même au niveau émotionnel, et que peut-être il s'agit aussi d'un aspect de moi que j'ai du mal à accepter. Et dans ce moment, dans ces contradictions, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est comme le tiers inclus? Et je l'appellerais plutôt comme le vortex dynamique, la spirale dynamique qui en émerge. Bon, j'aime pas beaucoup utiliser le terme spirale dynamique parce que ça réfère à un système de coaching et je me réfère pas à ce système-là quand je dis ça. Mais le mot est vraiment juste. C'est-à-dire si j'accepte les deux points de vue, il y a une spirale et une direction de changement et d'évolution et qui peuvent réunir des aspects contradictoires en moi et aussi la personne avec qui je suis en contradiction. Et alors, comment on passe à l'action? Oui, et j'ajoute aussi que le point, tu vois, on peut considérer que c'est comme une balance de Roberval, hein, les anciennes balances. Euh, ben, ça penche, les avis contradictoires s'agitent d'un côté de l'autre, c'est comme une balance où ça pèse plus lourd d'un côté, plus lourd de l'autre, etc. Et dans la pratique, dans les relations humaines, et même à l'intérieur de moi, il y a un point d'équilibre. Il y a un point d'équilibre qui va être le départ de la spirale dynamique. Et ce point d'équilibre, pour moi, c'est, et ce sera toujours, le cœur. La présence en soi, qui a un appui physique au centre de la poitrine, pas vraiment l'organe cœur, mais le centre de la poitrine au niveau du cœur, au niveau des mamelons. Là, il y a un point d'ancrage, qui est aussi un point d'ancrage de l'équilibre entre ma droite et ma gauche, et un point d'harmonisation de tout l'ensemble de mes contradictoires à l'intérieur de moi. Et là, il y a un institut aux États-Unis qui s'appelle l'Institut de HeartMath, Institute of HeartMath, ou HeartMath Institute, qui étudie scientifiquement tous les équilibres rythmiques et physiologiques qui émergent du fait que je suis centré dans le cœur. Donc, pour moi, dans cette dynamique des contradictoires, la première chose, c'est de s'assurer que j'habite dans mon cœur. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement pratique. Il n'y a pas besoin de discours philosophique. C'est tout simplement
je prends un temps de pause, et ça peut être très court, même dans un moment de conflit, ça peut être une fraction de seconde. Au lieu de m'embarquer complètement dans le conflit, hop, je prends un temps où je jette en un éclair le regard intérieur, les yeux ouverts ou les yeux fermés, sur cette région. Et quand j'ai du temps, je peux tout simplement mettre mes mains sur le cœur, au centre de la poitrine, mes mains croisées comme ça, au centre de la poitrine, et prendre un petit temps pour relaxer à cet endroit-là. Après ça, commençons par quand je suis en désaccord avec quelqu'un, et c'est le cas le plus fréquent. Hein. Je suis en désaccord avec quelqu'un et nous commençons à argumenter. Oui, mais tu comprends pas que, etc., etc. Puis l'autre dit oui, mais oui, là, hein, dans la situation actuelle, oui, mais tu prends pas en compte que tu peux transmettre, etc., si tu n'es pas, etc. Donc, tu n'as pas de cœur, tu n'écoutes personne, tu es un danger pour les autres, etc. Oui, mais tu te rends pas compte qu'en te faisant là, eh bien, c'est l'inverse qui se produit. C'est toi qui transmets sans être conscient que tu transmets, etc. Tout le, voilà, ça c'est un cas que vous avez peut-être entendu 1000 fois déjà, vous avez peut-être déjà entendu, mais voilà, fréquent. Alors, je vais dans le cœur, et là déjà, un point extrêmement important, c'est de constater que ce type de conversation, que j'appellerais plutôt d'argumentation, c'est complètement infructueux. Ça ne mène qu'à une polarisation de plus en plus grande. Alors, je ne suis pas contre la polarisation. Je suis pour la polarisation absolue en aidant chacun à élaborer sa position, à élaborer intellectuellement et à sentir ce qui se passe en soi. Donc, ça peut être une sorte de contrat entre deux personnes. Nous ne coupons pas la parole. Nous utilisons un bâton de parole. Par exemple, là, j'ai ici ma brosse à cheveux. Voilà, je cache la brosse. Voilà, c'est un bâton de parole. N'importe quel objet peut le faire. C'est celui-là que j'ai sous la main. Et celui qui a le bâton de parole, il parle et l'autre ne l'interrompt pas du tout. Donc, ça permet. Et là, c'est une chose qui est extrêmement importante, c'est de ne pas avoir peur du conflit et de ne pas rechercher ce que certains appellent une résolution prématurée du conflit. Ça ne mène à rien. Il faut accepter complètement la polarisation. Et donc concrètement, ça veut dire quoi? On laisse l'autre parler. Enfin, Tu laisses l'autre comment parler. sur ça en l'écoutant parce que Alors, tu peux pouffer de colère en l'écoutant, tu peux rager à l'intérieur, mais en tout cas, la consigne, c'est tu le laisses s'exprimer tant qu'il a le bâton entre les mains et il dit exactement et le plus rigoureusement ce qu'il a envie de dire. Et ton attitude, même si tu rages à l'intérieur, tu n'es pas d'accord, c'est d'avoir au niveau du cœur la certitude que pour que nous puissions avancer ensemble, il faut qu'il puisse s'exprimer complètement. D'accord. Ça c'est le point d'ancrage, c'est il faut que chacun puisse s'exprimer complètement. Ensuite, celui qui a parlé, il pose l'objet, le bâton de parole entre les deux, sur la table ou par terre si on est assis sur des coussins. Et là, temps de silence. Si le deuxième veut parler, à tes souhaits, si le deuxième veut parler tout de suite, il s'empare du bâton de parole et il dit aussi absolument tout ce qui lui vient, tout ce qui lui vient, tout ce qui lui vient à fond, à fond, à fond. Et juste une chose qui est interdite, c'est de vouloir impressionner l'autre lui faisant peur avec sa colère.
C'est-à-dire qu'il peut y avoir une violence dans l'affirmation, même en soi-disant laissant chacun s'exprimer, il peut y avoir une telle violence dans les yeux et dans le ton de la voix que, en fait, ma colère cherche à impressionner et à invalider l'autre, à l'empêcher de parler. Ça, c'est interdit. Et est-ce que ça veut dire aussi peut-être que je ne réponds pas à ce que dit l'autre, mais j'exprime ce que je ressens? Dans cette technique-là, je réponds à l'autre, je fais quoi que ce soit, mais ça veut dire que dans le contrat de départ, on prend tout le temps qu'il faut, et tant qu'il y en a un qui aura quelque chose à dire, et que les deux n'auront pas l'impression, ah, j'ai exprimé tout ce que j'ai à dire, la conversation ne peut pas être finie. Et ça peut être et c'est une règle aussi, surtout si c'est dans un couple, eh bien, que dans une phase conflictuelle, on garde cette période-là conflictuelle d'argumentation uniquement pendant le temps défini. On le fait, le temps que ça prend, mais ce temps-là. Et une fois qu'on a fini, dans le reste de la journée, on n'en parle pas. Et on note en soi ou on note sur un bout de papier ce que j'ai envie de dire à l'autre pour se réserver la prochaine rencontre. On se donne le temps parce que si on commence à 9 heures le soir, ça peut se terminer à 1 heure du matin. C'est-à-dire là, ça peut durer 10 minutes, comme ça peut dans cette situation-là, on y va à fond jusqu'au bout. Ça, c'est une façon de travailler avec les contradictoires. Alors, une autre façon qui est euh, plus douce, c'est le contrat, c'est vraiment, quand c'est des choses difficiles, c'est celui qui écoute. Alors, il y en a un qui va parler pendant le temps qu'il veut, mais chaque fois qu'il dit quelque chose, et c'est bien qu'il parle lentement et avec des phrases courtes, l'autre reprend ce qu'il a dit avec «j'entends que tu me dis que». Et à C'est quoi une ça vieille... sert? Comment? À quoi ça sert? Ah ben, ça sert tout de suite déjà à ralentir et à m'obliger d'écouter vraiment. La plupart des gens qui sont dans une argumentation, ils croient avoir compris ce qu'a dit l'autre et ils n'en prennent pas le temps d'en sentir le véritable sens et de l'absorber en soi, de l'écho que ça fait en soi avec toutes les fréquences, la profondeur, la densité. Donc, de m'obliger à reprendre calmement, malgré le fait que je ne sois pas d'accord. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Il n'y a aucune nécessité à être d'accord. Là, et dans tout ce que je voudrais dire sur la dynamique des contradictoires, surtout, il n'y a aucune nécessité à se mettre d'accord. Il y a nécessité à exprimer clairement son point de vue et surtout à écouter l'autre et à lui permettre d'élaborer sa pensée avec cœur, dans un climat de bienveillance. Parce que c'est chacun en élaborant sa pensée le mieux possible, en se donnant cette permission à soi et à l'autre, que on va s'approcher ensemble d'une position plus vraie, plus complète, plus intégrative. Et plus l'argumentation se fait passionnée, plus il est nécessaire qu'il y en ait au moins un des deux qui prenne le temps et qui fasse que l'autre sente que l'autre personne a la permission de s'exprimer totalement et a le temps d'élaborer. Tu vois, dans une manif il y a 15 jours, je crois,
il y a quelqu'un qui disait, oh là là, mais là, qui parlait de comment il essayait d'argumenter, de planter l'autre, de faire taire l'autre, finalement, d'amener l'autre KO, finalement, dans l'argumentation. Ça fait vraiment un duel, hein, un match de boxe, souvent. Et de comment clouer le bec pour ceux qui ne sont pas d'accord dans sa position dans la crise actuelle. Et il me disait, il a utilisé les mots, c'était comme à un moment donné, de dialogue de sourds. Enfin, je lui dis oui, c'est un dialogue de sourds. Alors comment sortons d'un dialogue de sourds? Comment tu pourrais sortir d'un dialogue de sourds? Ah, alors là déjà, plutôt que d'argumenter avec lui, je lui demande d'expliquer ou d'élaborer. Donc déjà tout de suite, hop, la discussion avec lui, alors qu'on était en gros d'accord sur ce qu'il disait. Mais moi, je n'étais pas d'accord sur la façon dont il disait qu'il argumentait avec les autres. J'avais un autre point de vue, disons. Donc, il me dit, bah oui, c'est un dialogue de sourds. Je lui dis, est-ce que ça amène à quelque chose? Là, il était un petit peu déstabilisé quand même. Puis il disait, bah, comment on sort d'un dialogue de sourds? Bah, il suffit qu'il y en ait un des deux qui arrête d'être sourd. Donc, il y a un truc qui ne marche que si ce n'est pas un truc, que si c'est vrai. Mais il y a un truc qui est de demander à l'autre personne, parce que ça ne sert à rien. Ça sert strictement à rien de discuter comme ça. Donc, il faut qu'il y en ait au moins un des deux qui se rende compte que ça ne sert à rien et qui aille dans le point d'équilibre du cœur, hein, le point d'équilibre de la balance des arguments, etc. Et à ce moment-là, celui qui se rend compte, qui prend conscience, qui prend un peu de recul, qui se rassoit dans son cœur, le truc, c'est il dit à l'autre, qu'est-ce que je n'ai pas compris de ta position? Donc, ça veut dire que, d'une part, je rentre dans la position intérieure ou peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Alors, Et donc, je me demande du coup, est-ce que en fait, ces débats, ces contradictions extérieures ne sont pas aussi le reflet de comment on gère nos contradictions à nous intérieures et donc comment on met de côté ce qui ne nous convient pas. Donc, de toute façon, on est là. De toute façon, si on rentre, c'est comment je dirais, la preuve absolument absolue qu'il s'agit aussi d'une part en nous qui est blessée, ou d'un débat intérieur, ou que ça évoque quelque chose pour nous de terrible, c'est le degré de passion qu'on met dans l'argumentation. Alors, je disais que d'une part, il faut que j'ai vraiment cette conscience, puis parfois c'est un peu violent à l'intérieur de moi d'accepter ça. Peut-être il y a quelque chose qui dit qui est valable que moi je n'ai pas entendu. Et puis, l'autre, la deuxième chose que ça crée, et c'est aussi ça qui est extrêmement important, également important, c'est qu'en lui disant explique-moi davantage pour que je comprenne mieux, tout d'un coup la personne est dépassionnée. La personne en face de moi est invitée à dire ah, voilà, pourquoi je dis ça exactement. Donc la personne est invitée à faire elle aussi un chemin vers son intériorité, vers son débat intérieur, pour m'expliquer pourquoi elle en est rendue là. Donc, la conversation, dans 90% des cas, 90, oh, je n'ai pas de statistiques, hein, il peut y avoir des gens qui continuent, mais déjà, si je suis à l'écoute, même si elle continue pendant un temps à déverser de la passion, de la colère,
Et j'aime bien l'expression d'Arnold Mindel. Dans un débat comme ça, il est important que les protagonistes puissent aussi brûler leur fuel, brûler leur essence, brûler leur... voilà, suffisamment. Donc, dans un débat comme ça, c'est aussi important d'accepter qu'il puisse y avoir des moments de grosse colère et de ne pas minimiser cela. Le gros risque, c'est on est tellement habitué, il faut que ça reste calme, là. On peut se parler quand même calmement. Tu vois. Non, 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 pas de ça. Pas il faut se parler calmement. C'est dis-moi ce que je ne comprends pas. Ben, la personne n'aura plus besoin de crier si tu l'écoutes. C'est pas de vouloir étouffer le feu. C'est dis-moi dis-moi ce qui brûle en toi. Et à ce moment-là, la flamme s'apaise. Ça devient une lumière à l'intérieur. Donc, et là, ça peut être le moment d'appliquer la technique aussi. Plutôt que de dire lourdement, j'entends que tu me dis que, ça peut être à ce moment-là, ah bon, alors tu penses ça parce que, ah oui, tu penses qu'il faut ça et ça parce que, ben moi je pense par exemple que il faut absolument faire la picouse pour la rougeole, par exemple, parce que j'ai ma petite sœur qui est morte de la rougeole, de suite de la rougeole. Et ça fait de suite monter en moi. Donc, je vais avoir tendance à avoir une position euh, pro parce qu'il y a une telle charge de la mort de ma petite sœur. Pour d'autres personnes, ça va être vraiment la confiance. Vraiment, je le vois plusieurs fois que derrière des positions dramatiquement opposées actuellement, eh bien, il y a que j'ai été guéri par la médecine officielle. J'ai été sauvé de mon cancer par un nouveau médicament qui était en expérimentation. Tu vois. J'entends tout ce que tu me dis, et enfin tout ce que tu nous dis, et enfin moi ce qui me vient, c'est plus est-ce que aussi moi en tant que personne, je suis prêt à prendre le temps de t'écouter, à vouloir vraiment t'écouter et à accepter ce que ça fait naître en moi, parce que souvent on prend pas le temps, enfin moi la première d'écouter quel est l'argument de l'autre, parce que j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie de, même dans des débats de la vie de Oui. tous les jours, hein. Donc Alors, j'ai pas envie de savoir. Tu vois, j'ai pas envie de savoir. C'est un des poisons maximales. C'est comme dans le tantra, c'est classé comme un des vices fondamentaux. Tu vois. Et il peut y avoir autant, mais en même temps, je voudrais le voir sans que ce soit une culpabilisation. Il peut y avoir tout autant, j'ai pas envie de savoir la position de l'autre parce que ça touche la guérison, ma guérison ou la guérison de proches ou de choses comme ça. Je veux pas qu'on touche à ça, je fais confiance absolue. Et ça peut être autant, j'ai pas envie d'entendre la souffrance de l'autre, j'ai pas envie d'entendre l'argument de l'autre qui pourrait m'obliger à modifier mon point de vue parce que c'est très étrange. Il peut y avoir aussi une sorte d'addiction à la colère et à l'affirmation de soi. Et je vois quelqu'un, en particulier, je pense à quelqu'un pour qui il faut absolument que je me positionne en lion, en contradicteur fort, parce que on m'a, dans mon enfance, empêché de m'affirmer. Donc, j'ai besoin de m'affirmer pour exister. Et j'ai besoin de l'affirmer haut et fort. Et je ne veux surtout pas aller dans mon cœur pour écouter l'autre et la souffrance de l'autre, parce que tout mon être s'écoulerait. Tout ce qui m'a permis de survivre s'écoulerait. Je survis en devenant un bloc, en m'affirmant. C'est des gens qui ont une poitrine comme ça, voilà, qui sont sur une offensive qui est en fait une défensive continuelle. Et donc, il peut y avoir, pour moi, le retour au cœur,
la reformulation de ce que dit l'autre et, de cela, moi je l'ai expérimenté plusieurs fois dans les semaines qui viennent avec des gens qui ont décidé de se faire, etc. Alors que moi je choisis de ne pas. Et bien, chaque fois que j'ai pris ce positionnement-là, on s'est embrassé à la fin. On n'a pas dit qu'on est d'accord, mais on s'est embrassé et on marche ensemble. À essayer de voir, d'avoir une vue plus large et de répondre au mieux aux situations. Et je ne sais pas si toi, parce qu'on en a déjà parlé, toi, Lydia, est-ce que tu as essayé ce mode de conversation? Est-ce que tu as senti que ça avait un effet? Ou est-ce que tu ne l'as pas expérimenté? Alors, je l'ai expérimenté et je me rends compte que ça a un effet. Et en même temps, c'est pas toujours évident de le mettre en pratique quand c'est des choses qui, pour moi, me prennent trop émotionnellement, qui vont créer en moi beaucoup d'émotions. Alors là, c'est un peu plus compliqué justement de l'appliquer. Alors, alors, il faut que tu brûles ton fioul. Et pour brûler ton fioul, à ce moment-là, c'est de passer par une phase cathartique, c'est-à-dire de se secouer, de parler en charabia ou des choses comme ça, tout simplement. Ou d'aller respirer amplement et puis d'aller courir, faire du jogging pendant le temps qu'il faut, 10 minutes, une demi-heure, une heure, courir un marathon. Mais tu vas brûler ton fioul. Et après ça, tu reprends la discussion. Et ça va beaucoup mieux. J'essaierai. Je me rappelle une cliente qui était toujours en conflit avec son ex au moment de la passation des enfants. Et je lui ai suggéré tout simplement de faire 10 minutes de charabia totale avant qu'il y ait cette passation de pouvoir. Et ça a suffi pour faciliter les choses. Ouais. Alors, il y aurait encore un, autre chose à faire. C'est, comme tu me le rappelles plusieurs fois depuis le début, mais c'est aussi un conflit qui est souvent à l'intérieur de soi, de partie de soi. Alors, il y a moyen de travailler là-dessus euh, indépendamment de la présence de l'autre. J'ai été dans une argumentation. Alors, l'exercice dont je vais te parler, il peut se faire par rapport à un conflit qu'on a avec quelqu'un d'autre, mais aussi directement par un conflit interne. Par exemple, est-ce que je vais habiter en Italie et faire du théâtre, ou est-ce que je retourne en France pour apprendre du coaching, ou est-ce que je sais pas, où je vais dans telle autre ville, où je reprends un travail pour me faire une cagnotte, etc. Voilà. Là, je m'amuse parce que je te connais et je sais qu'il peut y avoir de ce genre de discussion à l'intérieur de toi. Et je peux prendre deux postures internes pour faire l'exercice que je vais expliquer. Alors, prenons le cas où il s'agit, par exemple, d'un conflit entre moi et un de mes proches, disons ma mère. Voilà. À ce moment-là, je peux utiliser. Alors, c'est difficile de faire ça sans avoir une autre personne qui peut nous aider. Au départ, c'est bien d'avoir quelqu'un qui fait respecter le protocole, la façon de faire. Alors, il y a un système avec 2 chaises et un système avec 4 chaises. Alors, prenons le plus simple, c'est le système avec 2 chaises. Si tu mets 2 chaises, une en face de l'autre, et tu regardes les 2 chaises, et tu dis, sur une chaise, il y a moi, et sur l'autre chaise, il y a mon antagoniste. D'accord? Et je vais passer euh, rapidement d'une chaise sur l'autre en donnant mon argument.
Ça va être, par exemple, euh, qu'est-ce que ça peut être de choses qui seraient en débat pour toi? La mère qui veut que tu fasses quelque chose et toi qui veux faire autre chose. C'est assez... D'accord, d'accord. Bon, alors, la mère, alors, je choisis, je vais sur une chaise et je dis, je suis la maman et je veux que tu fasses, je sais pas quoi, que tu prennes plus soin de toi et que tu manges mieux. Bon, bon. Et quand je dis ça, je me sens. Donc, je dis quelque chose et je regarde comment je me sens. Et puis très rapidement, je vais sur l'autre chaise et je dis, ben, quand tu me demandes de faire ça, moi, j'ai envie de monter au rideau et de hurler, j'ai 35 ans. Et, et quand je dis ça, je me sens. Comment c'est dans le corps, qui est toujours un ancrage dans le corps. Là, je sens, euh, j'ai envie de monter au rideau, c'est pas encore un feeling suffisamment corporel. Et c'est, j'ai une boule dans l'estomac ou j'ai la gorge qui brûle ou quelque chose comme ça. Et puis hop, je repasse dans l'autre et je deviens ma mère et je dis ce que ma mère dit. Oui, oh, bah, tu t'emballes tout le temps, etc. Je peux aller comme ça d'un siège sur l'autre assez vite. Voilà. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça s'apaise. Donc, c'est une façon de brûler son fioul et c'est une façon d'explorer aussi comment l'autre peut se sentir. Alors, alors, je peux faire ça avec un débat interne. Par exemple, quel serait un débat interne que tu aurais en ce moment, comme option, quelque chose comme ça que tu as envie, que tu peux dire publiquement? non, enfin, il n'y a rien de... Eh ben, par exemple, je vais vivre à Milan, je peux dire ça, Mhm. ou bien je retourne en France, à Nice, d'accord, pour faire autre chose. Ben, à ce moment-là, tu peux aussi donner la voix sur chacun des deux sièges. L'un, c'est la voix, il faut que je demeure à Milan, et l'autre, il faut que je retourne, le mieux, c'est de retourner à Nice, par exemple. Et là, tu vas passer de l'une à l'autre en disant un argument et en sentant dans ton corps. Ensuite, tu vas dans l'autre position, tu dis l'argument et tu sens dans ton corps. Tu vois? Juste, tu peux essayer ça pour voir. Et alors, il y a un protocole, et là, si vraiment vous voulez l'apprendre, ça peut demander une petite formation. S'il y avait plusieurs personnes qui demandaient ça, je pourrais faire un zoom là-dessus. Tu vois. Voilà, donc, c'est aussi un appel, s'il y en a qui veulent, nos auditeurs qui voudraient apprendre à fond cette façon de travailler sur les antagonismes, ça pourrait faire l'objet d'un zoom de 2 heures ou 3 heures. Donc, j'explique, c'est un développement de ce que je viens de dire tout de suite. Il y a 4 chaises. Il y a une chaise pour moi, la personne qui m'interroge, qui suis le siège de ma conscience qui m'interroge. Il y a à ma droite et à ma gauche 2 chaises sur lesquelles se trouvent les 2 polarités, que ce soit des polarités internes ou la personne avec qui je suis en conflit, ma mère dans l'exemple qu'on prenait. Et en face, il y a une 4e chaise qui est la chaise du Bouddha ou de celui du point de vue vraiment de l'aigle, du point de vue de l'aigle, du point de vue de la personne qui a d'une entité qui a de la hauteur et qui a une vision très large et très bienveillante de la situation, voilà, qu'on peut symboliser par le Bouddha. On pourrait être, si on est chrétien, ça pourrait être la Vierge Marie, ça peut être, voilà, mais on peut se le représenter selon ses modes de représentation. Alors,
Là, il y a une règle précise, c'est que je vais aller alternativement sur chacun de ces deux sièges, donc moi et mon antagoniste, et à chaque fois, je commence par dire je suis, par exemple, je suis Lilia, et maman, j'ai à te dire. Voilà. Et tu t'adresses à ta mère. Et quand tu as fini de dire tout ce que tu as envie de dire à ta mère, tu dis j'ai fini, et tu reviens t'asseoir sur le siège du début, moi qui m'interroge. Je regarde les deux sièges, je visualise les deux personnes en débat, moi d'un côté, ma mère de l'autre, et puis je vais à la place de ma mère. Et là, tu dis, je suis ta maman et j'ai à te dire, et tu essayes de rentrer complètement dans la personne de ta mère, de ressentir comme elle, d'agir comme elle, d'avoir son ton de voix et de te laisser surprendre par ce qui sort. Ce n'est pas nécessairement juste rejouer euh, une scène qui s'est passée, c'est vraiment de se laisser surprendre dans le moment par ce qui sort quand j'intègre la personne. Et puis, j'ai fini, je reviens à la case départ, et comme cela, je vais refaire à nouveau un deuxième passage, puis un troisième passage. Mais dès le départ, tu es clair que tu ne fais que 3 passages. Comme ça cadre bien et c'est merveilleux. Bon. Une fois que tu es revenu après les 3 passages, une fois que tu es revenu dans ton centre, dans la personne qui s'interroge, tu te dis, j'ai le droit, c'est la règle du jeu, de donner un conseil, de faire une suggestion à une des deux personnes, mais pas aux deux. Et j'aimais cette suggestion. Moi, je trouve, Lilia, que justement, tu devrais prendre un peu plus de temps justement pour dire à ta mère comment tu te sens quand elle te dit de faire quelque chose. Tout simplement. Plutôt que de monter au rideau et de taper dessus verbalement. Bon, voilà, ça pourrait être ça. Et, et à ce moment-là, c'est intéressant d'utiliser, une fois que cette suggestion a été faite, c'est d'aller sur le siège en face, le 4e siège qui n'a pas encore été utilisé, et même de monter dessus debout pour avoir une vision de haut, tout simplement, même physiquement. Et là, de regarder en mettant les mains sur le cœur, les 3 entités, celle qui s'interroge, puis la, la maman et la fille, et de voir ça et de se faire des commentaires, de faire des commentaires à haute voix. Et puis ensuite, de redescendre de la chaise, de revenir à la case départ, et puis de conclure, tout simplement, de dire, OK, voilà ce que je vois, voilà ce que je sens, voilà ce que je comprends finalement de toute cette situation. Alors quand c'est bien là, c'est vraiment bien au départ d'être accompagné, d'avoir quelqu'un qui accompagne pour faire respecter la règle du jeu. Ça demande une énorme maturité, enfin une grande maturité, énorme, j'exagère, de pouvoir le faire soi-même jusqu'au bout, de se donner le temps. Ça dure en moyenne de 20 minutes à une demi-heure pour faire le processus en entier. Et là, c'est vraiment étonnant, comme de là, de cette interaction-là, la logique du système, c'est qu'il y a quelque chose qui bouge. Il y a vraiment une spirale dynamique de changement qui émerge de ça. Et pour un thérapeute qui accompagne ou un ami qui accompagnerait le processus, le moins d'interférences possible, pas d'interférences du tout, et ça permet que, juste pour encourager, par exemple, si sur un siège, la personne n'arrive pas à parler, tout ça, se dire est-ce que tu auras envie de dire ça, faire une suggestion, l'encourager. C'est pas grave si tu n'y arrives pas, mais c'est tout. Et c'est de faire respecter le protocole jusqu'au bout. Et le fruit se révèle dans les heures qui suivent. Il peut y avoir déjà une compréhension sur l'instant, mais la dynamique est complètement changée.
Voilà. Bon, je pense que j'ai déjà parlé beaucoup de matériel dans tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Juste terminer par, je sais pas si c'est une anecdote. Oui. C'est, euh, on peut penser que cette dynamique des contraires, ça, cette logique non aristotélicienne, c'est quelque chose de nouveau. Et j'étais très surpris en lisant un petit livre sur les patriarches zen de Chine, les successeurs de Bodhidharma, ceux qui ont amené le bouddhisme et permis le bouddhisme zen de s'installer en Chine, puis ensuite au Japon. Et là, je cite de mémoire, hein, je peux me tromper, je ne sais plus le nom des personnages, mais c'est, je crois, le cinquième patriarche zen qui, qui sent qu'il va bientôt quitter ce monde et qui rassemble quelques disciples qui ont atteint la zénitude, si je veux dire, qui ont atteint l'état de réalisation de Bouddha, et il leur donne ses conseils pour l'enseignement. Et le conseil le plus fort sur lequel il insiste le plus, c'est toujours aider les personnes à mettre à jour leurs contradictions. Pas pour les juger, pas pour qu'ils se sentent mal, mais pour qu'ils acceptent de voir leurs contradictions. Et ainsi, si une personne vient te dire oh, je suis un, un, bon, un bon bouddhiste, je donne de l'argent pour les temples, etc., eh bien, c'est de l'amener à dire ben oui, peut-être que je suis pas, en quoi je ne serais pas un bon bouddhiste. Ah ben oui, je prends pas le temps de pratiquer, par exemple. Bon, c'est un exemple bidon qui vient comme ça, que j'élabore en même temps. Mais c'est de toujours, par exemple, si quelqu'un dit ben, je suis quelqu'un de non violent, ici, quelqu'un qui s'identifie à être non violent, bah c'est de lui faire prendre conscience de tous les endroits de sa vie où il est hyper violent. On peut être hyper violent contre les gens qui sont violents en les jugeant. Moi, moi, je suis bien, je suis bon, je suis non violent et je vous méprise parce que vous êtes violent. Et c'est la pire violence à faire à quelqu'un, c'est de le mépriser. Donc, de toujours de toujours aider le disciple à voir ses contradictions, et parce que c'est en regardant ces contradictions que finalement, peu à peu, ça précipite les personnes, et c'est là le point ultime, je pense, dans l'espace de bienveillance envers soi-même. Oui, je suis un être de contradiction. Oui, les gens sont en contradiction les uns avec les autres. Je me place au centre et à ce moment-là, ce qui émerge, enfin, ce qui se révèle, c'est un silence intérieur. Le débat ne sert plus à rien. Et je ne fais que répondre aux situations avec mon cœur. Et c'est la voie de l'amour. La spirale de changement, finalement, se transforme ou se manifeste comme étant la voie de l'amour. Du silence, d'un silence précieux, aimant, bienveillant. Voilà, j'ai envie de terminer avec ça aujourd'hui, Liliane.